Alors bonjour tout le monde, c'est avec grand plaisir que je suis aujourd'hui parmi vous. Je remercie aussi le bureau de la PAX pour m'avoir invité pour participer à ces manifestations. Et heureusement qu'on est revenu justement au format présentiel. Et alors aujourd'hui, on va parler des auto-anticorps au cours de la Covid. Comme vous savez tous très bien, la Covid a vraiment transformé non seulement l'image de la médecine, mais l'image du monde. Hein. Et donc, on a bousculé notre vie avec l'avènement de cette pandémie. Et sur le plan médical, c'est une pathologie qui est assez particulière parce qu'il y a beaucoup de manifestations. Alors, on a vu toutes les manifestations cliniques imaginables. Bon, on croyait que c'est un virus respiratoire, mais en fait, on a des manifestations cliniques systémiques. Ça touche le poumon, ça touche le cœur, ça touche les articulations, la peau, le muscle, etc. Et sur le plan biologique aussi, on a vu plein de perturbations des différents bilans, du bilan hématologique et aussi du bilan immunologique, et entre autres avec l'apparition des auto-anticorps. Et si on fait une petite recherche bibliographique, là c'était hier soir, et alors jusqu'à hier soir, il y a à peu près plus de 4000 publications sur auto-anticorps et Covid. Alors je ne vous cache pas que je n'ai pas lu tous ces articles, bien sûr, mais ces articles, ils font beaucoup plus poser des questions que en fait répondre à ces questions. En fait, on va se poser les questions, est-ce que ces auto-anticorps, c'est la conséquence de la Covid? Est-ce que c'est une coïncidence, comme on a dit pour les manifestations post-vaccinales? Est-ce qu'il y a un lien de causalité? Est-ce que ces anticorps sont éphémères? Est-ce qu'ils vont persister? Pourquoi il y a apparition d'auto-anticorps? Et aujourd'hui, on va essayer ensemble de répondre à ces questions. Alors d'abord, il y a eu déjà depuis le début de l'avènement de cette pathologie, il y a eu des remarques comme quoi il y avait beaucoup de points communs entre les maladies auto-immunes et les manifestations cliniques au cours de la Covid. Donc on a sur le plan physiopathologique intervention des différents types cellulaires, de l'immunité innée, de l'immunité adaptative, bien sûr le rôle que vous connaissez tous très bien des cytokines dans cette pathologie. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait le système immunitaire? Qu'il soit agressé par une bactérie ou un virus, qu'il fait une réponse anormale par rapport à un auto-antigène, qu'est-ce qu'il fait? Il va entamer une réponse immune innée, faisant intervenir les cellules que vous connaissez, les mastocytes, les macrophages, les polynucléaires neutrophiles. Ils vont faire leur boulot, ils vont fabriquer quelque chose pour essayer de se débarrasser de l'agent agresseur et parfois aussi essayer de combattre notre propre auto-antigène. Et parallèlement, on va mettre en place une réponse immune adaptative qui va faire intervenir les lymphocytes B et les lymphocytes T. Alors les lymphocytes B, c'est eux qui vont fabriquer les anticorps qu'on pourra après détecter dans le sang. Et le but, c'est justement d'essayer de faire une réponse contre cet agent, qu'il soit étranger, le virus, ou l'auto-antigène. Et donc, on va soit développer la maladie auto-immune, soit l'infection, essayer de combattre l'infection. Et c'est ce qu'on veut savoir, est-ce que vraiment il y a un lien entre l'apparition des manifestations auto-immunes et ce fameux virus SARS-CoV-2. Et en fait, le lien entre virus et auto-immunité, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Et cette diapo, du moins les internistes, ils la connaissent très bien. La maladie auto-immune, c'est une maladie multifactorielle. Elle s'oriente sur un terrain génétique de prédisposition et elle nécessite un facteur d'environnement. Et ce facteur d'environnement, dans la plupart des cas, c'est une bactérie, un virus. Ça peut être aussi le tabac ou autre chose. Mais dans ce cadre-là, c'est aussi un virus. Et bien sûr, pour voir apparaître les manifestations cliniques auto-immunes, il y a bien sûr un dérèglement de la réponse immune. C'est une réponse immune anormale et c'est cette réponse immune qui va être responsable de l'apparition des signes cliniques. Et comme je viens de vous dire, c'est une histoire qu'on connaît depuis très longtemps. Et là, on a une publication du siècle dernier, en fait, et qui avait listé, c'est une revue de la littérature qui avait listé le lien éventuel entre différents virus et l'apparition de maladies auto-immunes. Par exemple, l'hépatite C a été incriminée dans l'apparition des cryoglobulinémies, dans les hépatites auto-immunes, le virus Coxsackie dans le diabète de type 1, dans les myocardites. Pour le lupus, le Epstein-Barr a été aussi incriminé. Bref, il faut dire que c'est une histoire en fait ancienne mais qui a été revisitée à l'ère de la Covid. Et vous voyez là, c'est une figure assez compliquée, n'ayez pas peur, on va la décortiquer ensemble. C'est juste pour vous dire qu'il y a eu des hypothèses pour expliquer pourquoi il y a apparition d'auto-immunité lorsqu'on est infecté par un virus. Et le premier mécanisme, c'est le mimétisme moléculaire. Alors c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait une ressemblance entre une protéine du virus et une protéine du soi. Et lorsqu'on va faire une réponse contre le virus,
le système immunitaire, très intelligent pourtant, mais parfois il peut se tromper, il va fabriquer des anticorps qui sont dirigés contre nos propres auto-antigènes, qui ressemblent un petit peu à l'antigène viral, et pour ça, on va voir la production d'auto-anticorps, ça s'appelle une rupture de la tolérance. Et justement, lorsqu'on a décortiqué les protéines du virus, on a identifié des séquences de 7 acides aminés, et ces séquences ont été retrouvées dans certaines protéines humaines, sont nos propres protéines, et il y a certains exemples qui sont assez frappants, qui sont par exemple la cérébelline 2, par exemple, qui est une protéine qui est incriminée dans la sclérose en plaques, une maladie auto-immune que vous connaissez tous. Alors, le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle le bystander activation ou hyperstimulation du système immunitaire. Alors, lorsque on est envahi par un virus, alors qu'est-ce qu'il fait notre système immunitaire? Il essaie de se défendre. Alors, il y a un chef d'orchestre de la réponse immune qui est le lymphocyte T helper ou lymphocyte T CD4. Ce lymphocyte T CD4, il va donner de l'aide soit au lymphocyte T cytotoxique pour que lui, il tue les cellules infectées, soit au lymphocyte B pour fabriquer des anticorps pour essayer justement de se débarrasser du virus. Et c'est quelque chose de très normal, hein, c'est la réponse attendue. Sauf que tant que le virus persiste, on va essayer de faire ça, on va augmenter la synthèse des anticorps et on va aussi augmenter la synthèse de quelque chose de soluble que vous connaissez bien sûr, que sont les cytokines. Et en fait, le but c'est quoi? C'est de se débarrasser du virus, mais malheureusement, il y a parallèlement des dommages tissulaires, et ces dommages tissulaires sont malheureusement dus non seulement à l'interaction du virus avec nos propres cellules, mais surtout à l'interaction des cellules de l'immunité avec nos propres cellules. Et cellules de l'immunité, que ce soit les cellules de l'immunité adaptative, lymphocyte B, lymphocyte T, mais surtout les cellules de l'immunité innée, notamment les monocytes macrophages, etc. Ils vont produire quelque chose de soluble, que sont les cytokines. Et parmi ces cytokines, c'est des cytokines qui ont un haut pouvoir pro-inflammatoire, tels que les TNF et le fameux interleukine 6. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose qui est très très médiatisé, qui s'appelle l'orage cytokinique. Alors cet orage cytokinique va entretenir cette histoire. On va avoir un cercle vicieux et on va encore plus activer nos propres lymphocytes, nos cellules de l'immunité innée aussi, mais ces lymphocytes-là, leur activation excessive va faire qu'ils vont perdre le contrôle et au lieu de fabriquer des anticorps dirigés contre l'agent agresseur, dans ce cas le virus, ils vont fabriquer des anticorps dirigés contre nos propres constituants et c'est là aussi une rupture de la tolérance et donc production d'auto-anticorps. Alors, le troisième mécanisme, c'est un mécanisme assez particulier. Alors, on a dit, Madame Hamzé a dit tout à l'heure qu'au cours de la Covid, il y a une augmentation des polynucléaires neutrophiles. Et en fait, le polynucléaire neutrophile, c'est une arme très intéressante pour nous. Pourquoi? Parce que c'est une cellule qui est douée d'une activité antimicrobienne extraordinaire. Et il y a quelques années maintenant, il y a une dizaine d'années à peu près, où on a décrit un nouveau phénomène qui est fait par les polynucléaires neutrophiles, qui s'appelle la nétosis. Alors, c'est quoi ça? Alors, les NETs, en fait, ce sont neutrophile extracellular traps. En fait, ce sont des prolongements extracellulaires du cytosquelette et de chromatine du polynucléaire. En clair, le polynucléaire, lorsqu'il y a des bactéries ou des virus tout près, au lieu de faire la phagocytose que vous connaissez tous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des prolongements. Et ces prolongements, c'est quoi? C'est du cytosquelette. Et dans le cytosquelette, il y a quelque chose qui était à l'intérieur de la cellule, notamment l'ADN, la chromatine. Et il va attraper le virus ou la bactérie et il va libérer ce qu'il a à l'intérieur, les enzymes, les peroxydases, des radicaux oxygénés, l'hypochlorite, qui est le javel par exemple, et il va essayer de détruire cet agent bactérien. Et c'est quelque chose de très bénéfique et c'est un rôle antimicrobien reconnu pour le PNL depuis quelques années. Et en fait, au cours des formes sévères de la Covid, on a noté une augmentation du nombre des polynucléaires neutrophiles, ça a été rapporté très tôt, et on a montré aussi que ce phénomène de nétosis était aussi augmenté. Alors qu'est-ce qui se passe? S'il est augmenté, on aura une exposition accrue des auto-antigènes qui étaient cachés dans la cellule et qui sont maintenant exposés à l'extérieur. Alors au départ, on ne devait pas fabriquer des anticorps qui étaient dirigés contre des antigènes cachés, mais maintenant, comme ces antigènes sont exposés, donc on aura une rupture de la tolérance et on va fabriquer des anticorps contre ces constituants que vous connaissez, des anticorps dirigés contre l'ADN, l'histone, qu'on peut voir par exemple au cours du lupus, des anticorps dirigés contre des enzymes, la myéloperoxydase, la proteinase 3, l'élastase, qui sont des armes en fait du polynucléaire neutrophile et qui ont été décrits aussi comme des cibles des ANCA, ou cours des vascularites à ANCA. Bref,
pour vous dire qu'on va avoir une rupture de la tolérance et on va avoir apparaître des anticorps, des auto-anticorps circulants. Et en fait, cette histoire entre auto-anticorps et Covid a très vite apparu. En fait, la première publication a été publiée en avril 2020. Déjà, une équipe chinoise, sur une petite série, 21 patients qui avaient une forme sévère de Covid. Et sur les 21 patients, 50% d'entre eux avaient des anticorps antinucléaires, 25% avaient des anti-SSA Ro52 et 20% avaient des anti-SSA Ro60. Et c'était la première fois où on a rapporté les auto-anticorps chez les malades atteints de Covid. Et depuis, il y a eu une explosion d'articles à propos des auto-anticorps au cours de la Covid. Alors, pour la plupart, c'est des case reports ou des petites séries, mais il faut faire très attention parce que dans cette course effrénée à la publication, il faut savoir que plusieurs de ces articles sont publiés dans des revues non reviewées. C'est-à-dire que moi, vous, on a un cas à rapporter, paf, il y a des revues où on peut envoyer directement et c'est accepté parce que c'est dans l'urgence et l'esprit, c'était d'informer la communauté scientifique de ce qui se passe pour la Covid sans passer par le mécanisme de reviewing classique. Et donc, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes. Et pour ça, donc, la méthodologie de ces articles est parfois assez critiquable. Par exemple, le délai de la recherche des auto-anticorps n'est pas précisé. Par exemple, la technique utilisée n'est pas précisée ou elle est non consensuelle, c'est pas la technique de référence. Et vous voyez là, par exemple, qu'il y a une multitude de corps qui ont été décrits, des anticorps antinucléaires, des anticorps antiphospholipides, notamment cardiolipine, bêta-2, annexine, les ANCA, on en a parlé, le facteur rhumatoïde, bref, l'aquaporine, dont on a parlé aujourd'hui, tout à l'heure avec Dr. Laridi, bref, tous les auto-anticorps ont été décrits au cours de la Covid. Et en fait, il faut maintenant voir plutôt les articles qui se respectent. Et il y a eu une excellente étude qui a été publiée dans Nature Communication. Alors, ils ont pris 179 patients Covid et ils ont les moyens, ils ont fait ce qu'on appelle des techniques de multiplexage. Et ils avaient choisi 53 auto-antigènes qui sont incriminés dans les vascularites, notamment dans la sclérodermie, les myosites, le Gougerot, le lupus, etc. Et 41 antigènes qui étaient plutôt des cytokines, récepteurs de cytokines, etc. Et ils ont montré que 49% parmi ces patients atteints de Covid avaient au moins un auto-anticorps associé au connectivite. Et l'anticorps le plus fréquent était l'anticorps anti-ribosome, suivi par plusieurs autres anticorps. Alors, ce qui est assez particulier, c'est que les cibles de ces anticorps étaient des cibles assez rares. Alors, il y avait, par exemple, les anticorps anti-MDA5 sur lesquels on va revenir, les anticorps anti-ribosome, comme on a dit, les anticorps que vous connaissez, je suppose, qui sont associés au syndrome des antisynthétases, anti-PL7, anti-JO1, qui restent quand même des cibles assez rares. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ce sont des anticorps qui sont induits par l'infection Covid ou qui sont déjà préexistants? Et là, c'était la première étude, en fait, qui avait montré que c'est des anticorps qui sont produits de nouveau. En fait, sur les 179 patients, ils avaient 48 patients pour lesquels ils disposaient de deux prélèvements, un prélèvement à J0 et un prélèvement à J7, et ils ont clairement montré qu'au cours du temps, il y avait une augmentation du nombre d'auto-anticorps, donc bel et bien, c'est une production de nouveau. Mais maintenant, la question essentielle pour vous, c'est est-ce que ces auto-anticorps sont associés aux connectivites pour lesquels ils ont été associés? Ça veut dire, si moi je peux trouver un anti-J1, est-ce que j'aurai vraiment une myosite inflammatoire? Et en fait, ceci est difficile à établir parce que vous savez tous que pour ces malades qui ont des formes sévères, qui sont dans des services de réa ou des services de pneumo, bien sûr, ils vont avoir de la fièvre, ils vont avoir une lymphopénie, ils vont avoir des arthralgies. Bref, c'est difficile de faire la part entre ce qui est dû à la connectivite et ce qui est dû à la Covid. Et donc, on ne peut pas porter le diagnostic de connectivite. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un suivi. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à hier soir, il n'y a pas vraiment de publication où on a pris les malades et on les a suivis au moins pendant une année. Là, on a un recul à peu près d'une année. Si on dit que le premier report, c'était en avril 2020, là, on a 2 ans, en fait. Et donc, il n'y a eu aucune étude qui a dit, voilà, je vais suivre les malades qui avaient des anticorps et je vais voir s'ils vont développer la pathologie en question.
Alors, parmi ces anticorps, bien sûr, le chef de file, c'est les anticorps antinucléaires, décrits dans 30 à 50% des études. Là aussi, il y a des problèmes, hein, le seuil de positivité, il est variable, les techniques utilisées sont variables, et toutes les cibles des anticorps antinucléaires ont été décrites. Là aussi, est-ce qu'il y a une corrélation avec la clinique? Et en fait, cette première étude a été publiée justement en mai 2020, et ils avaient une petite série hein, avec 14 malades qui avaient des anticorps antinucléaires et 8 malades qui n'en avaient pas dans des services de réa avec des formes sévères. Ils ont bien établi qu'il y avait une différence statistiquement significative, que ces anticorps étaient associés à un besoin en oxygène plus important, à des CRP plus élevés et à une mortalité plus élevée. Alors, très tôt, dès qu'on a eu les formes sévères de Covid-19, dans les services de réanimation et de pneumo, on a fait le lien, en fait, on avait dit qu'il y avait une similarité entre les signes de la Covid et une pathologie assez rare, mais assez particulière, qui est la dermatomyosite avec anticorps anti-MDA5. En fait, c'est une dermatomyosite assez particulière parce qu'il n'y a pas de signes musculaires, mais il y a des signes pulmonaires au premier plan, et elle est surtout associée à la présence de cet anti-MDA5. Alors, c'est un antigène assez particulier parce qu'il a un rôle dans la reconnaissance des particules de l'ARN viral. Donc, il a un rôle dans l'immunité innée antivirale. Et donc, on a fait rapidement ce lien. Et donc, une équipe chinoise a sauté sur cette occasion et elle a fait une excellente étude qui a porté sur 274 malades qui ont la Covid. Et ils ont montré que 48% d'entre eux avaient des anticorps anti-MDA5 avec une différence significative. Ces anticorps étaient plus fréquents chez les malades qui avaient des formes sévères et les titres des anticorps étaient plus élevés chez les malades qui avaient malheureusement une évolution fatale. Ils avaient même fait une étude évolutive, ils avaient suivi les malades et à première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, ils avaient montré que le titre élevé initial était prédictif d'une évolution sévère et notamment vers une évolution fatale. Et les auteurs avaient préconisé justement dans cet article de faire le dosage systématique dès l'hospitalisation de ce fameux anticorps anti-MDA5. Alors, la deuxième famille des anticorps qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est les anticorps appartenant à la famille des anticorps antiphospholipide. Alors, les anticorps antiphospholipide, il y en a plein, mais ceux qui font partie de la classification ou du diagnostic du syndrome des antiphospholipides sont les anticardiolipines, les anti-bêta-2 et le lupus anticoagulant. Alors, le lupus anticoagulant, c'est celui qui entraîne un allongement du TCA et qui est fait par des techniques hématologiques dans un service d'hémato. Alors, il y a plusieurs articles et moi je vous ai choisi une méta-analyse qui est parue en 2021 sur 100 059 patients de 21 études. Ils ont éliminé toutes les études avec un chiffre inférieur à 10 ou les case reports. Et là, on a montré justement que 48% des malades avaient des anticorps antiphospholipides et le chef de file était le lupus anticoagulant. Le problème, c'est qu'on pense qu'il y a une surestimation. Pourquoi? Parce que le lupus anticoagulant, il est fait par des techniques qui sont sensibles à l'utilisation de l'héparine. Et donc, comme ce sont des malades graves, la plupart sont sous héparine, donc peut-être que ce sont des faux positifs. Alors là, bien sûr, on a établi que ces anticorps étaient plus fréquents dans les formes sévères. Et il y a certaines études qui pointent du doigt le rôle des IgA antiphospholipides et anticardiolipines. Ça reste à discuter parce que ça n'a pas été confirmé dans toutes les études. Alors, selon cette méta-analyse, il n'y avait pas d'association entre les anticorps et la CRP ou les dédimères. Il n'y avait pas d'association non plus avec la mortalité ou la ventilation invasive, ni avec les phénomènes thromboemboliques. Mais il faut faire très attention, il s'agit d'études très hétérogènes et est-ce qu'on peut vraiment extrapoler sur le plan clinique? Bon, c'est vraiment le défaut justement des études publiées. Alors maintenant, est-ce que ces anticorps sont responsables des thromboses qu'on voit au cours de la Covid? Et il y a eu un modèle très élégant qui a été publié justement en 2020. Alors, tout simplement, c'est un modèle animal, justement, pour les thromboses. Alors, ils prennent la veine cave des souris, ils la stimulent un petit peu avec du courant électrique, et après, ils font une infusion avec le sérum. Alors, ils font l'infusion soit avec du sérum contrôle, c'est-à-dire des sujets qui n'ont rien du tout, ou bien avec le sérum de malades qui ont un syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides. En fait, c'est un syndrome qui donne des thromboses partout, entre autres des embolies pulmonaires, et dans l'évolution est fatale dans plus de 50% des cas. Et puis, ils ont pris le sérum de malades Covid, Covid-1, Covid-2, Covid-3, etc. Et dans cette étude, ils ont montré clairement que lorsqu'on perfuse
cette veine cave stimulée avec le sérum des malades ayant la Covid, il y a une augmentation significative de la taille et du poids de cette thrombose. Et c'est la première fois où on montre vraiment le rôle pathogène des anticorps antiphospholipides dans le cadre de la Covid. Ça reste quand même du in vitro, mais c'est vraiment une étude très élégante que je voulais vous montrer. Alors maintenant, il faut savoir que l'association entre anticorps antiphospholipides et infections virales est connue depuis très longtemps, et notamment dans le cadre de l'HIV et de l'hépatite C. D'ailleurs, vous savez tous que le diagnostic du syndrome des antiphospholipides, pour le porter, il faut refaire le dosage des antiphospholipides 2 fois. Il faut qu'à 12 semaines, la positivité se maintienne, parce qu'il y a beaucoup d'antiphospholipides qui sont transitoires. Et dans le cadre de la Covid, j'ai trouvé uniquement 2 études évolutives, l'une sur 3 malades et l'autre sur 5 malades. Et dans les 2 études, ils ont montré la disparition des anticorps antiphospholipides au cours du temps. Donc peut-être ce sont des anticorps transitoires. Alors nous, à la RAPTA, on a fait une petite étude pour voir. Alors nous, on avait fait quelque chose de différent. On s'est dit, s'il y avait des anticorps, s'ils persistaient, on va les voir longtemps après la Covid. Et donc on a pris des personnels de santé, en moyenne 10 mois après l'infection Covid. Alors ces personnels, il y avait des formes sévères, des formes modérées, des formes mineures, qu'on a comparées à des personnels de santé avec le même âge et le même sexe, et on n'a trouvé aucune différence significative. Ça veut dire que même si ces anticorps ils existaient déjà au cours de la Covid, à 10 mois, il n'y en avait plus, ou il n'y a pas de différence par rapport au sujet sain. Alors, à part les anticorps que vous prescrivez, les antinucléaires, etc., il y a d'autres auto-anticorps qui ont été décrits et qui sont assez intéressants dans le cadre de la Covid, notamment les anticorps anticytokiniques. Et il y a eu une première étude qui avait porté sur 987 patients ayant la Covid, et 10% avaient des anticorps anti-interférents alpha. En fait, l'interféron alpha, c'est la cytokine antivirale par excellence. Et justement, dans cette fameuse étude publiée dans Nature sur le multiplex des cytokines, où ils avaient utilisé 41 antigènes différents, 41 sur les 51 malades, soit 80% des malades ayant la Covid, avaient des anticorps dirigés soit contre une cytokine, une chémokine ou un récepteur des cytokines. Et on avait montré que ces anticorps étaient associés à des formes sévères. Alors, comme l'anticorps le plus trouvé, c'était des anticorps anti-interférents. Donc l'explication la plus plausible, c'était quoi? C'était qu'on empêchait l'action de l'interférent, et c'est pour ça qu'on n'a pas une bonne réponse antivirale, et c'est pour cette raison peut-être qu'on a une forme grave. Alors juste une diapo pour vous parler des auto-anticorps chez l'enfant. Alors il y a un phénomène assez bizarre qui est apparu chez l'enfant, qu'on appelle le syndrome inflammatoire multisystémique, le MISC. Alors tenez-vous bien, c'est un article paru dans Cell, c'est vraiment de la science-fiction. Hein. Ils ont pris 21 000 peptides, c'est-à-dire 21 000 cibles antigéniques potentielles, et ils ont fait passer le sérum de ces 9 enfants, et justement ils ont montré que ce sérum qu'on reconnaissait 189 cibles pour les IgG et 108 cibles pour les IgA. Il s'agissait dans la majorité des cas des anticorps anti-SSB et des anti-Jo1, des anticorps associés à des connectivites, mais aucun de ces 9 enfants avait des signes en faveur de connectivite, et c'est bien entendu, ce sont des pathologies généralement de l'adulte. Alors le Covid lent aussi, il a fait couler beaucoup d'encre. On a beaucoup d'auto-anticorps qui ont été associés au Covid lent. Mais il y a un anticorps qui attire l'attention parce que peut-être il y a une explication physiopathologique, mais elle reste encore à débattre. Ce sont les anticorps dirigés contre l'ACE. Alors l'ACE, c'est le récepteur qui permet la pénétration du virus à l'intérieur de la cellule. Et on pense que c'est un bon marqueur pour détecter le Covid lent. Alors là, j'espère que vous avez compris que lorsqu'on est infecté par un virus, il y a une rupture de la tolérance et donc il y a production d'auto-anticorps. Mais il faut savoir que auto-anticorps ne veut pas dire maladie auto-immune. Hein. C'est pas comme par exemple pour l'infection bactérienne. Si j'ai un anticorps anti-HBS, ça veut dire que j'étais en contact avec le virus de l'hépatite B. Par contre, si j'ai un anticorps antinucléaire, ça ne veut pas dire que j'ai un lupus. Hein. Donc, maladie auto-immune, c'est différent d'avoir des auto-anticorps. En fait, il y a un gap à franchir entre auto-anticorps et maladie auto-immune. Et là, la question qui se pose, est-ce que ces auto-anticorps sont responsables de l'apparition de maladies auto-immunes? Et là, si on voit la littérature, il y a une multitude de maladies auto-immunes qui ont été rapportées. Pour la plupart, ce sont des case reports qui ont été rapportés en post-infection Covid. Alors moi, j'attire votre attention sur 3 pathologies en particulier, notamment le syndrome des antiphospholipides. Il y a eu beaucoup de reports, mais il faut faire très attention, le diagnostic est difficile. Il y a aucune étude
à part les deux dont je vous ai parlé, qui a fait les anticorps après 3 mois pour porter justement le diagnostic de SAPL. Autre chose, le SAPL, il est connu aussi pour ses manifestations obstétricales, et au jour d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de report de manifestations obstétricales suite à l'infection au Covid. Donc même si la Covid est responsable du SAPL, c'est un SAPL particulier ou un SAPL-like. Ok. Alors le syndrome de Guillain-Barré, c'est une manifestation neurologique assez intéressante qui a déjà été rapportée avec d'autres virus. Et là, on pense qu'il y aurait une homologie de séquence entre les antigènes neurologiques et les antigènes du virus. Ça a été par exemple rapporté pour l'EBV, mais pour la Covid, on cherche encore, on n'a pas encore trouvé la séquence qui ressemblerait peut-être au ganglioside ou à un autre antigène nerveux. Et il y a une autre découverte, la maladie de Kawasaki, une vascularite connue surtout chez l'enfant. Et là, bon, c'est une vascularite, mais c'est aussi une maladie auto-immune parce qu'il y a un problème au niveau de la cellule endothéliale. On a une auto-immunité, des auto-anticorps contre la cellule endothéliale du vaisseau. Et là, l'incidence de la Kawasaki, elle a explosé en Italie pendant la première vague. On rapporte 30 fois d'incidence de la Kawasaki au cours de la première vague Covid en Italie. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'explication. Alors là, juste une diapo pour pouvoir parler d'auto-immunité et vaccination. Moi, je me suis dit, je ne sais pas si Dr. Laïdi va en parler. C'est juste pour vous dire, comme on a rapporté beaucoup de choses avec le virus lui-même, on a aussi rapporté beaucoup d'auto-immunité pour la vaccination Covid. C'est exactement les mêmes mécanismes. Hein. Soit je vais introduire le virus, soit je vais introduire le vaccin qui n'est en fait qu'une partie du virus. Et donc, tous c'est les mêmes mécanismes, c'est le mimétisme moléculaire, le bystander activation, la nétosis, etc. Et donc, il y a beaucoup de pathologies, notamment ce qui est le purpura thrombopénique idiopathique, mais aussi le lupus, le diabète, les thyroïdites, tout ça a été rapporté, mais le lien de causalité n'a jamais été, jusqu'à maintenant bien sûr, n'a jamais été approuvé. Maintenant, en pratique. Alors, faut-il rechercher les auto-anticorps au cours de la Covid? Alors, pourquoi? Les antiphospholipides, par exemple, pour indiquer une anticoagulation. Les anti-MDA5, pour indiquer une corticothérapie. Pourquoi les indiquer? Puisque maintenant, le traitement des formes sévères, il est bien codifié et on donne aussi bien d'une anticoagulation que de la corticothérapie. Donc, je ne pense pas qu'il est utile de rechercher les auto-anticorps. Maintenant, vous les avez recherchés et ils sont revenus positifs. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Alors là, il faut bien sûr rechercher les signes de connectivité correspondants. Alors, s'il existe, peut-être que ça a été une circonstance de découverte et là, il faut suivre votre malade ayant cette connectivité. Mais dans la majorité des cas, on va refaire ces anticorps à distance pour voir s'ils sont persistants ou pas. Alors, s'ils sont persistants, il faut savoir que dans le cadre de l'auto-immunité, les auto-anticorps peuvent apparaître des années avant l'apparition de la manifestation clinique de la pathologie en cause. Et là, donc, pour conclure, une multitude d'auto-anticorps et de maladies auto-immunes ont été décrits en association avec la Covid. De tout ce que vous connaissez, hein, tous les auto-anticorps que vous connaissez, toutes les maladies auto-immunes, il y a au moins un article qui a parlé de cette manifestation. Et donc, au cours de la Covid, il y a une rupture de la tolérance, comme avec tous les virus, en fait, qu'on connaît, et par différents mécanismes, on va fabriquer des auto-anticorps. Maintenant, si les auto-anticorps sont transitoires, il n'y a pas de maladie auto-immune. Par contre, si on a un terrain génétique de prédisposition, rappelez-vous les 3 cercles dont on a parlé tout à l'heure, et devant ces phénomènes de dysrégulation de la réponse immune, ces anticorps peuvent être considérés comme prédictifs. Alors, si on dit anticorps prédictifs, maintenant, il faut attendre. Est-ce que cette maladie auto-immune, elle va apparaître ou pas? Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas assez de recul, parce que je vous ai dit que ces anticorps peuvent apparaître des années avant la manifestation clinique. Donc, ces anticorps peuvent être prédictifs de la maladie auto-immune. Et jusqu'à maintenant, moi, je suis incapable de vous donner la signification des auto-anticorps au cours de la Covid. Et je vous remercie pour votre attention.